Les récits historiques qui nous fascinent le plus sont souvent les plus atroces et les plus sanglants. Des noms tels que Vlad l'Empaleur, Richard III d'Angleterre et Attila le Hun ont acquis un statut presque mythique. Et nous restons toujours fascinés par la cruauté des empereurs romains et la sauvagerie des guerriers vikings. Mais on oublie parfois que ces bourreaux et leurs victimes ont réellement existé. Et que ces histoires sont souvent plus compliquées qu'il n'y paraît. Je m'appelle Joe Crowley, je suis journaliste et enquêteur. Je m'appelle Susanna Lipscomb, je suis historienne et auteure. Ensemble, nous cherchons à percer les secrets des personnages et des événements les plus tristement célèbres de l'histoire. Nous examinons les scènes de crimes du passé. Et voilà, affaire classée. Nous recherchons des preuves. Regardez, c'est exactement ce qu'on voulait. Et le résultat de l'enquête est parfois surprenant. Vous pensez tout savoir de ces récits sanglants? Détrompez-vous. Dans cet épisode, nous allons enquêter sur 3 des plus mystérieuses affaires classées de l'histoire. Attila le Hun, le roi guerrier légendaire retrouvé mort le lendemain matin de son mariage. Attila a dû être assassiné, victime d'un complot qui a été tramé ici même, à Constantinople. Les princes de la Tour de Londres, disparus, présumés assassinés par le roi Richard III. Le plus probable, c'est qu'ils ont été tués. Et un noble du Moyen-Âge, Juan Borgia, victime d'une exécution de style mafieux qui a inspiré le film Le Parrain. Les actes de violence entraînent des représailles sanglantes. C'est la nuit de noces du roi guerrier déjà presque mythique, Attila le Hun. Il est l'ennemi juré de l'Empire romain. Sa nouvelle épouse s'appelle Ildico, femme d'une grande beauté selon les chroniqueurs romains. Les réjouissances se prolongent tard dans la nuit, Attila célébrant l'événement avec ses compagnons avant d'aller se coucher. Mais le lendemain matin, Attila ne se réveille pas. Lorsque ses gardes du corps inquiets pénètrent dans sa chambre, ils découvrent leur roi sans vie et du sang sur les draps. Qui ou quoi a bien pu tuer l'homme le plus redouté sur Terre? Les Huns arrivent en Europe une trentaine d'années environ avant la naissance d'Attila. Ils viennent de l'Est et s'installent dans la grande plaine de Hongrie, juste au-delà de l'Empire romain. Je veux en apprendre davantage sur les Huns et leurs ennemis. Pour m'aider, je fais appel au professeur d'archéologie Barry Cunliffe. Bonjour Barry. Bonjour. Enchanté. Également. Alors que se passe-t-il quand les Huns arrivent dans ces plaines il y a 16 siècles? Les Huns se sont imposés comme chefs de nombreuses peuplades différentes et ont fait en sorte de faire perdurer leur domination. Comment est-ce possible qu'avaient les Huns de si particulier pour être aussi redoutés? Cela tenait vraiment à leurs troupes montées et à leur qualité de cavaliers. Si vous réalisez la puissance d'un seul cheval, alors imaginez-en 1000 ou 1500 qui vous chargent. Une mécanique parfaitement huilée, dont le seul but était de vous détruire. Grâce à leur incomparable talent de cavalier et d'archer, les Huns vont créer un vaste empire. Puis, en l'an 434, Attila devient roi de l'empire des Huns. Attila arrive au moment où l'ensemble des hordes uniques ne font qu'une. Et il est le grand homme capable de contrôler cette force. Était-il un chef si puissant?
Durant une vingtaine d'années, il a probablement été le personnage dominant de toute l'Europe. Alors que les Huns deviennent de plus en plus puissants, les Romains sont sur le déclin. Leur empire est alors scindé en deux. Ses richesses sont concentrées autour de Constantinople à l'est. C'est une cible de choix pour le roi Attila. Il organisait une sorte de protection qui était un vrai racket. Il menaçait Constantinople en particulier. Si les Romains ne payaient pas ce qu'ils demandaient, il attaquerait. Attila est une menace constante et une ponction massive pour les finances romaines. Il prélève sur leur trésorerie plus de 10 tonnes d'or. Pourrait-il exister une meilleure raison de tuer Attila le Hun? Comme l'a appris Joe, les Romains doivent vouloir de tout leur cœur la mort d'Attila. Mais une personne a plus de facilité pour tuer le roi durant sa nuit de noces. Son épouse. Je pense qu'il faut en tout premier lieu suspecter Ildiko. Elle est la dernière personne à avoir vu Attila vivant et elle est retrouvée auprès de son corps sans vie. Quelle preuve l'implique dans sa mort? Pour le découvrir, je me rends dans l'une des plus vieilles bibliothèques d'Europe, la bibliothèque bodléienne. Un véritable trésor de manuscrits anciens. Ici, l'historienne Megan McEvoy me montre un document vieux de 1500 ans qui pointe clairement du doigt Ildiko. Voici une chronique rédigée par Marcellinus Comes. Elle a été écrite environ 80 ans après la mort d'Attila. Que raconte-t-elle? Eh bien, elle dit qu'Attila, roi des Huns et pillard de l'Europe, a été tué à coups de couteau durant sa nuit de noces par son épouse. Ah, alors voilà, affaire classée, c'était bien elle. Ce n'est pas aussi simple que cela. Ce document a été écrit 80 ans après les faits. Nous ne savons pas quelles étaient les sources de Marcellinus. Il écrivait cela à Constantinople, bien loin de l'endroit où se sont déroulés les faits. Il y a donc un fossé de temps et de lieu. Par conséquent, Marcellinus n'est peut-être pas une source fiable. Sans doute. En fait, il se trompe même sur l'année de la mort d'Attila. C'est pas bon signe. Non, pas vraiment. Le dossier contre Ildiko semble malencontreusement erroné. Mais la bibliothèque bodléienne renferme un autre document décrivant la mort d'Attila. Une copie d'un écrit rédigé par un historien grec nommé Priscus. Priscus était particulièrement bien informé sur les Huns. Il a même accompagné un ambassadeur à la cour d'Attila. Alors il a rencontré Attila? Oui, il l'a rencontré. C'est même la seule description d'Attila faite de visu que nous ayons. Cette rencontre se déroule 4 ans avant le funeste mariage d'Attila. Priscus se trouve à des centaines de kilomètres lors du décès du roi des Huns. Mais il semble qu'il ait vent d'informations sur les circonstances de sa mort. Lors de la soirée du mariage, on a rapporté qu'il s'est adonné sans retenue au vin et à la liesse. À la fin de la soirée, les chroniques nous disent qu'il était allongé sur le dos, probablement ivre, et qu'il a en réalité fait une hémorragie. Et au lieu de s'écouler par le nez, le sang lui a coulé dans la gorge et il en est mort. Alors il s'est noyé avec son propre sang? Oui. Selon Priscus, les Romains n'ont rien à voir avec la mort subite d'Attila. C'est l'alcool qui l'a tué. Il a simplement saigné du nez. Et il était trop saoul pour se réveiller. Environ 1600 ans plus tôt, cette ville s'appelle alors Constantinople. C'est la capitale de l'Empire romain d'Orient et l'endroit où Priscus écrit son récit de la mort d'Attila. Alors le fait que Priscus ait écrit son récit ici, dans cette grande ville située à plus de 1000 km du lieu du drame, doit bien sûr nous rendre très prudents. Mais un historien va encore plus loin. Il prétend que le récit de Priscus disant qu'Attila est mort de cause naturelle après avoir trop bu est délibérément faux. En fait, il déclare qu'il s'inscrit dans une grande mystification. Pour en savoir davantage sur le complot de Constantinople, je me rends dans la vieille ville. Je suis invité à prendre un verre par l'historien Michael Babcock.
Bonjour, enchanté. Bonjour, moi aussi. Alors Michael, c'est plutôt ironique de parler d'Attila en sirotant un verre du vin qui l'a sans doute tué. Beaucoup de gens ont trinqué pour fêter sa mort à l'époque. Ce vin est l'élément qui nous rapproche le plus de cette nuit-là. Selon les écrits, il est mort durant sa nuit de noces, qui a été prétexte à une grande fête au cours de laquelle a été servi de l'alcool. Mais ce que Priscus, l'historien qui avait rencontré Attila auparavant dans son palais, nous a rapporté, c'est qu'Attila buvait relativement peu. C'était un homme très responsable qui savait se contrôler et qui n'avait pas un penchant pour la boisson. Alors d'où sort cette histoire de barbare mort parce qu'il avait trop bu? Eh bien, nous sommes ici dans l'ancienne Constantinople, ville d'où cette histoire devrait provenir. De nos jours, Istanbul est parsemée de mosquées, mais au 5e siècle, cette ville est alors chrétienne. La mort d'Attila causée par l'ivresse correspond à l'idée qu'ont les chrétiens sur la façon dont doit mourir un païen. Cette image montrant Attila comme un ivrogne invétéré est venue des chairs des églises de cette ville. Alors ceci est l'œuvre des relations publiques de l'Église catholique romaine? Oui, tout à fait. Cela faisait partie de la propagande politique et religieuse répandue par l'Église et les autorités de cette ville. Si vous êtes convaincu que cette version n'est pas la bonne, alors que s'est-il vraiment passé à votre avis? Attila a dû être assassiné, victime d'un complot qui a été tramé ici même, à Constantinople. Selon Michael, le mobile du meurtre est la peur. Et Attila terrifiait certainement les gens d'ici. Ces murailles ont été érigées spécialement pour empêcher les Huns d'entrer. Mais bâtir des fortifications est une chose. Assassiner le chef d'une grande puissance en est une autre bien différente. Alors comment aurait-on assassiné Attila à des centaines de kilomètres de distance? Aujourd'hui, pour tuer un ennemi dans son camp, il suffit de tirer un missile à guidage laser. Voilà tout. Mais à l'époque, les ambassadeurs qui voyageaient d'une cour à l'autre étaient aussi efficaces qu'un missile à guidage laser. Les ambassadeurs d'Attila se rendent souvent à la cour de Constantinople. Michael pense qu'ils ont été soudoyés pour tuer leur chef à leur retour. Il semble reconnu qu'aucune blessure ne marquait le corps d'Attila. Alors quelle est la cause de sa mort? Eh bien, le plus plausible serait certainement un empoisonnement. Ce n'était pas un buveur, mais il a bien dû se laisser aller à quelques verres durant la cérémonie. Et il a certainement été empoisonné à cette occasion. Se pourrait-il donc qu'Attila ne soit pas mort d'un abus d'alcool, mais qu'il ait été tué par un drone du 5e siècle envoyé de Constantinople? La théorie de l'assassinat est fort intéressante. Mais est-ce la cause la plus probable du décès? Pour tenter de répondre à cette question, je rencontre un médecin légiste, Stuart Hamilton. Ravi de vous voir. Enchanté, si vous voulez bien passer une blouse. Bien sûr. Son travail consiste à déterminer les causes de décès soudains. Alors que nous dirait-il s'il trouvait Attila le Hun dans sa morgue? Bon, Attila est ici. Il a été trouvé avec du sang qui s'écoulait du nez et qui coulait dans sa gorge. Pensez-vous qu'il ait pu être assassiné? S'il n'y a pas d'autres signes de traumatisme, ça n'a vraiment pas l'air d'un meurtre classique. Mais je suppose que l'on ne peut exclure le poison. Auquel cas, on s'attendrait à voir une grosse hémorragie au lieu d'un saignement localisé. Si le poison ne fait pas l'affaire, qu'en est-il de l'alcool? Il peut provoquer des troubles hépatiques s'avérant néfastes pour les vaisseaux sanguins, comme nous le montre Stuart. Si nous plaçons ce ballon là-dessus, nous voyons aussitôt que nous avons un engorgement. Et si cela perdure pendant plusieurs années, imaginez que c'est l'une de vos veines pleines de sang qui se remplit au fur et à mesure. Et voilà. Vous pouvez imaginer la quantité de sang qui s'écoule. Et en plus, la pression sanguine continue d'envoyer des flots de sang dans la veine.
Ce sang se déverse dans votre corps et va certainement s'écouler à l'extérieur. On n'en a plus pour très longtemps après ça. Eh bien, ça m'a l'air bien écœurant. Mais le problème, c'est que ça ne colle pas avec ce que nous savons. Les récits ne mentionnent pas de grosses hémorragies, mais juste un peu de sang dans le nez et la gorge. Alors si nous écartons cette hypothèse, avez-vous d'autres idées? Il n'y a qu'une seule autre possibilité qui me vient à l'esprit, et pour un légiste, le contexte est essentiel. Alors, si je comprends bien, nous avons Attila qui devait avoir dans la cinquantaine, c'était sa nuit de noces, et il avait plutôt bien bu. Comme c'était sa nuit de noces, nous pouvons légitimement penser qu'il s'est peut-être dépensé plus que d'habitude. Cela augmente la tension, accélère le pouls, des causes qui peuvent être à l'origine d'un saignement de nez. Mais si on est ivre, on perd le réflexe laryngé. Le sang s'écoule au fond de la gorge, pénètre dans les voies aériennes inférieures, les obstrue, et on meurt par asphyxie. Donc vous me dites que des ébats sexuels ont causé la mort d'Attila. Une combinaison sexe et alcool. L'hypothèse médico-légale la plus simple s'accorde avec notre meilleur témoignage de l'époque. Tous deux suggèrent qu'Attila, le guerrier le plus redouté sur Terre, n'a pas été tué par les Romains, mais par une combinaison d'abus de vin et d'ébats sexuels durant sa nuit de noces. Il me semble que nous aimerions que les noms les plus illustres de l'histoire aient connu des morts spectaculaires. Pourtant, ces personnages quasi mythiques étaient bien réels et sont morts de façon banale, voire parfois embarrassante. À la Tour de Londres, deux jeunes garçons sont mis au lit. Édouard, âgé de 12 ans, est récemment déchu du trône d'Angleterre, ainsi que son frère cadet, âgé de 9 ans. Tous deux sont envoyés là pour être en sécurité, mais ils ne peuvent courir plus grand danger. Cette nuit-là, les garçons sont assassinés sur ordre du nouveau souverain, leur oncle Richard III. Du moins selon la célèbre histoire immortalisée par William Shakespeare. Mais est-ce la vérité? Pas de procès, pas de témoins, pas de cadavres retrouvés. Cela demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire. Comment deux princes peuvent-ils disparaître de la plus imprenable des forteresses anglaises, la Tour de Londres? Le principal suspect de cette affaire classée est sans conteste Richard III, considéré depuis longtemps comme le pire méchant de l'histoire d'Angleterre. Le problème avec Richard III, c'est que notre perception de lui, la vision qu'en a le grand public, ne repose pas sur des sources historiques, mais sur l'adaptation de son histoire par Shakespeare. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Sa pièce, Richard III, fait toujours recette, 500 ans après la mort du souverain. Mais le portrait de Richard, tyran et tueur d'enfants, n'est pas du goût de tout le monde. Bonjour, enchanté, ça va? Bien, et vous? Très bien. Phil Stone est le président de la Richard III Society, une association qui se consacre à la réhabilitation du nom du souverain. Alors qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans l'adaptation de Shakespeare? La plupart des productions montrent un Richard bossu. Il était un guerrier. Aucun guerrier n'aurait pu être le général qu'il a été s'il avait été bossu comme l'a dépeint Shakespeare. En 2012, des fouilles archéologiques sensationnelles mettent au jour ce que l'on pense être le squelette de Richard III. Cette extraordinaire découverte fait les gros titres des journaux du monde entier. Ce squelette indique que l'infirmité du roi a été fort exagérée. Richard souffrait d'une scoliose, mais n'était pas le bossu décrit par Shakespeare. Pourquoi l'affubler de cette difformité? Un corps difforme est signe d'un esprit tordu. Alors, en ternissant son physique, on ternit sa personnalité. Il est désormais clair que la pièce de Shakespeare calomnie Richard.
Pourtant, sa révélation la plus explosive affirmant que Richard aurait tué ses neveux semble toujours se tenir. En 1483, Richard III usurpe le trône à son neveu le plus âgé, Édouard V, prétendant que le jeune roi n'est pas légitime et fait exécuter son premier conseiller. Puis Richard fait enfermer Édouard V ainsi que son frère à la Tour de Londres, où ils disparaissent comme par hasard. Et les deux princes, ils étaient sous sa garde à la Tour de Londres. Il est fort probable que Richard III les ait fait tuer. Oui, il les a fait enfermer dans la tour pour les protéger. Ils ont été déclarés bâtards. Et oui, plus personne ne les a jamais revus. Mais le fait qu'ils aient disparu ne signifie pas pour autant qu'ils sont morts. Et s'ils sont morts, cela ne permet pas d'affirmer que c'était sur ordre de Richard. La disparition des princes est mystérieuse précisément parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Mais il existe des indices, et certains des plus parlants sont conservés ici. Voici le siège de l'institution chargée des armoiries en Angleterre. Fondée par Richard III lui-même, c'est une véritable caverne d'Ali Baba de documents précieux. Ce parchemin long de 7 mètres retranscrit l'histoire de la famille de l'épouse de Richard. Alors, le passage le concernant, le blâme-t-il pour la mort des princes? Pas exactement. Ça dit juste Richard III, roi d'Angleterre. Et ça le décrit comme un mari né sous une mauvaise étoile. Un mari qui a apporté infortune à son épouse. Cependant, une autre chronique de l'époque semble plus révélatrice. Ce document est l'œuvre d'un londonien et il raconte l'histoire des dernières années du XVe siècle. Les années 1482 et 1483 font l'objet d'un long paragraphe qui comporte à la fin ce passage crucial pour notre affaire. Je cite, « Cette année, les fils d'Édouard IV, nous savons qu'il s'agit des princes de la Tour, ont été tués dans la Tour de Londres. » Et par qui? Je lis « sous la pression », autrement dit sur les conseils ou d'après les manigances, du duc de Buckingham. Voilà un nouveau suspect, Buckingham, un noble célèbre. Aurait-il pu tramer ce double meurtre pour se frayer son propre chemin jusqu'au trône? Ou même pour Richard? Ce document fait sensation. Mais il ne vaut pas une déposition de témoin oculaire. Il est dans une certaine mesure basé sur des on-dit. Par conséquent, il ne suffit pas pour établir la culpabilité du duc de Buckingham. D'autres rumeurs de l'époque mettent en cause Richard. Il est certain que même en 1483, la disparition des princes est un mystère sensationnel. Quelqu'un doit pourtant connaître la clé de l'énigme. 2 ans après la disparition des princes, le roi Richard III se prépare à une bataille qui va changer le cours de l'histoire. Ici, à Bosworth Field, en 1485, Richard devient le dernier roi d'Angleterre à périr au combat. C'est le jour où s'éteint la dynastie des Plantagenets et où commence la dynastie des Tudors. Je suis venu à Bosworth Field, mais pas pour me documenter sur cette fameuse bataille. Je suis là pour me renseigner sur la nuit l'ayant précédée. Car un historien a une théorie sur cette nuit-là qui, si elle est vraie, innocente totalement Richard III de l'assassinat des 2 princes. L'historien David Baldwin croit que 2 ans après la disparition des 2 princes, le plus jeune est toujours vivant et se trouve là, au camp de Richard. Je pense qu'il fallait les garder en vie, mais bien sûr, leurs identités devaient également être dissimulées. Et il me paraît probable que c'est ce qui est arrivé au prince Richard. Ce serait comme un programme de protection de témoins aujourd'hui. Vous pensez qu'ils étaient ailleurs sous une autre identité? Oui. Avez-vous des preuves pour soutenir cette théorie? Eh bien, la preuve tangible que nous avons, je suppose, est qu'un individu nommé Richard Plantagenet est décédé à Eastwell, dans le Kent, en 1550. À Eastwell,
Le registre de la paroisse mentionne le décès d'un certain Richard Plantagenet, le même patronyme rare et royal que celui du garçon disparu dans la tour 67 ans auparavant. Une incroyable légende locale raconte que ce prince, une fois adulte, est devenu maçon. Il était un maçon plutôt différent des autres, car il savait lire le latin, ce qui indique qu'il avait reçu une très bonne éducation. Et quand on insistait, il disait qu'il avait été conduit ici pour voir le roi Richard. Il a appris l'art de la maçonnerie pour dissimuler en quelque sorte son ancienne identité, son ancienne vie. Le prince maçon est une idée très surprenante, mais impossible à écarter totalement. Cette théorie vaut pour le plus jeune prince, mais qu'en est-il de son frère aîné? Il y a une chose dont on est sûr au sujet d'Édouard V, c'est que pendant son séjour dans la tour, il a reçu la visite de son médecin. Et s'il était malade, il a pu mourir de cette affection, ou il a même pu être tué par un excès de zèle médical. Un excès de zèle d'un médecin médiéval. Ne pensez-vous pas que Richard III se serait manifesté pour dire « voilà ce qui s'est produit, je suis désolé, mais je n'y suis pour rien ». La question est, quelqu'un l'aurait-il cru s'il l'avait fait? Selon David, non seulement Richard III est innocent du meurtre de ses neveux, mais les garçons n'ont même pas été tués. Vu le nombre de théories avancées, que devons-nous croire au juste? Des dizaines de thèses intéressantes ont été élaborées pour expliquer la disparition des princes de cette forteresse incroyable. Nous devons maintenant décider laquelle est la plus probable. Venue pour m'aider, je rencontre la conservatrice de la Tour de Londres, Sally Dixon-Smith. Nous savons que moins d'un mois après la mort du père, le prince aîné, le successeur, a été conduit ici, à la Tour de Londres. Sally m'emmène à l'emplacement présumé de la prison des princes. Une croyance s'est transmise disant que les princes avaient été emprisonnés ici. Et c'est pour cette raison qu'une centaine d'années après leur disparition, cet édifice a été surnommé la Tour Sanglante. Mais mérite-t-elle d'être appelée la Tour Sanglante? A-t-elle seulement été le site d'un meurtre? Et si oui, orchestré par qui? Si vous deviez parier sur une théorie, laquelle choisiriez-vous? Les probabilités penchent pour Richard III. Nous savons que les princes ont été séparés de leurs proches et de leurs suites, vraiment au moment où Richard s'emparait du trône. Et c'est alors qu'ils semblent avoir disparu. Est-ce qu'ils n'ont pas pu mourir de maladie? L'une des dernières personnes à être restée auprès d'eux est leur docteur. Et le docteur a fait des remarques sur le fait que le prince aîné se préparait à mourir. Était-ce parce qu'il était malade ou parce que quelqu'un d'autre avait été trucidé et qu'il était sûr d'être le suivant sur la liste? Nous savons que la réputation d'assassin de Richard n'est pas infondée. Il a fait exécuter les protecteurs de son neveu lorsqu'il a pris le pouvoir. Alors pourquoi ne pas faire aussi tuer ses neveux? Ils ont la capacité de rallier toute éventuelle opposition. Et ils sont détenus dans son château. D'autres auraient pu s'en prendre à eux, mais il est improbable qu'il leur aurait fait du mal ou tué sans que Richard ne soit au courant. Il était le roi, il avait le pouvoir. Il devait donc le savoir ou y avoir consenti d'une manière ou d'une autre. Richard a une personnalité d'assassin. Il a le mobile et la tour lui offre l'opportunité. Je pense que le fait que Shakespeare le montre comme un assassin dans sa pièce ne plaide pas non plus en sa faveur. En tant que roi, il dirige cette forteresse imprenable. Donc si les princes sont morts ici, il devait le savoir. Nous ne pouvons avoir de véritable certitude sur le sort des princes. Mais peut-être qu'un jour, nous en saurons davantage. Dans l'abbaye de Westminster reposent les dépouilles de 2 enfants. Elles ont été découvertes dans la tour il y a plus de 300 ans et ont eu droit à des funérailles princières.
Si ces corps étaient exhumés, la médecine légale pourrait déterminer s'il s'agit bien des deux princes, et si oui, comment ils sont morts. Dans un ghetto malfamé de Rome, un guet-apens mortel est en place. La proie est un jeune noble de 22 ans, Giovanni Borgia, aussi connu sous le nom de Juan Borgia. Il est poignardé à la tête, au torse, et il est égorgé. C'est un nouveau chapitre violent dans l'étonnante saga de la famille de Juan, les Borgia. Célèbres pour leur puissance, leur violence et leur décadence, ils ont même inspiré la création du film Le Parrain. Mais les Borgia ne sont pas vraiment des gangsters. Le père de Juan n'est autre que le pape lui-même. Son frère est un cardinal, et Juan le commandant de l'armée papale. Alors, qui oserait tuer un des tout-puissants Borgia ? Je vais commencer mon investigation par la scène du crime, les ruelles de la Rome de la Renaissance. Quels indices peut-on y découvrir sur l'identité des assassins de Juan Borgia? En 1497, la ville est sous l'autorité du père de Juan Borgia, le pape Alexandre VI. Un pape très différent de ceux de notre époque. Non seulement il dirige l'Église, mais il règne aussi sur le centre de l'Italie tel un roi. Et malgré ses vœux de chasteté, il a de nombreuses maîtresses et engendre au moins 8 enfants. Juan est son préféré. Je veux maintenant retracer les derniers pas du fils préféré. Alors j'ai fait appel à l'historienne locale, Alessia Lirossi. Bonjour Alessia. Bonjour Suzy. Nous nous retrouvons devant une maison qui serait celle où Juan a pris son dernier repas. Alors, Juan est venu ici dîner avec sa mère? Avec sa mère et son frère César. Tard dans la soirée, les invités sont partis en petits groupes. Juan est parti avec un palefrenier, un serviteur, malgré les conseils des autres, l'enjoignant à prendre une escorte armée. Les frères partent ensemble, puis Juan se dirige vers le ghetto juif. Ça paraît plutôt insensé d'emprunter ces ruelles en pleine nuit. Pourquoi il a fait ça? Peut-être qu'il avait un rendez-vous galant avec une femme mariée ou une jeune fille. Juan était très arrogant. Il était le fils du pape. Oui, il se voyait comme quelqu'un d'intouchable. Ensuite, les chemins de Juan et de son palefrenier se séparent. C'est un mauvais choix pour chacun des deux. La garde du pape a retrouvé dans ce quartier le palefrenier mortellement blessé. Que s'est-il passé? Il a été poignardé. Et Juan? Il n'y avait aucun signe de Juan. Juan a disparu. Le lendemain, le pape, très inquiet, ouvre une enquête. Elle permet de dénicher un marin qui a vu un corps être jeté dans le Tibre, la nuit de la disparition de Juan. Le pape a mobilisé 300 pêcheurs et plongeurs. Le 16 juin, le corps de Juan a été retrouvé. Ceci est une Cinque Dea. Il a probablement été poignardé avec cette dague et on ne lui a rien volé. Alors c'était clairement un assassinat. Un assassinat sans le moindre doute. Le corps de Juan Borgia a été jeté dans le Tibre comme une vulgaire immondice.
Mais qui a décidé de s'en prendre au parrain de Rome? Meurtre commandité, corps jeté dans le fleuve. Ce meurtre fait songer à une guerre entre clans mafieux dans la Rome de la Renaissance. Dès la disparition de Juan, Rome a sombré dans le tumulte. Personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Des échoppes ont fermé leurs portes. De grandes familles se sont retranchées dans leurs domaines fortifiés par crainte d'un chaos imminent. Tout le monde s'attend à ce que la famille Borgia exerce de violentes représailles. Mais contre qui? Alors voilà le palais Sforza Cesarini. Il a été bâti par le père de Juan Borgia, mais quand il est devenu pape, la puissante famille Sforza s'y est installée. Le chef de famille est Ascanio Sforza, jadis vice-chancelier du pape. Mais désormais, les relations entre les deux hommes sont rompues. Le chef de cette dynastie pourrait être derrière ce meurtre? Pour le savoir, je vais rencontrer le professeur Robert Black. Quelques jours avant le meurtre, une querelle a opposé un serviteur de Juan Borgia et un serviteur du cardinal Ascanio Sforza. Le serviteur de Juan Borgia a été tué lors de cette querelle. Alors le serviteur d'Ascanio Sforza a été pris par les Borgia et pendu sans autre forme de procès. C'était sérieux comme représailles. Oui, de sérieuses représailles. Juan et Ascanio sont également vus en train de se disputer violemment. À Rome, la rumeur désigne Sforza comme le suspect numéro 1. Y avait-il d'autres suspects? Un groupe important, composé des nombreux maris ou des familles des maîtresses de Juan Borgia. Juan Borgia n'était pas un bon soldat. Il n'était pas bon à grand-chose, mais il était bon amant. Alors on s'est dit que ses nombreuses aventures avaient fini par le rattraper. C'est juste, c'était son principal intérêt dans la vie. 3 jours durant, les enquêteurs du souverain pontife passent Rome au peigne fin, fouillant ce palais et d'autres à la recherche de preuves. Puis le pape convoque une réunion publique au Vatican. Il a cité tous les gens qui, selon lui, n'avaient rien à voir avec ce meurtre, y compris les Sforza. Et c'était une liste bien longue. Alors il a déclaré en public qui il n'incriminait pas, qui était au-delà de tout soupçon. C'est exact. Mais délibérément, il n'a pas mentionné les Orsini. Les Orsini sont les grands rivaux des Borgia dans la région. Ils possèdent des châteaux dangereusement proches de Rome et juste 3 ans plus tôt, ils ont pris part à une guerre aux côtés des ennemis du pape. Il croyait que ça venait des Orsini, et je pense qu'il a cru ça dès le début. Si Robert a raison, alors le meurtre de Juan Borgia n'est qu'un épisode sanglant de plus au cours d'une guerre de territoire, guerre où ne s'affrontent pas des gangsters mais des nobles, des cardinaux et le souverain pontife. Tout de suite, la suite. Joe a appris que des conflits entre familles pourraient être à l'origine du meurtre de Juan. Et pourquoi pas un conflit au sein de la famille? Le fait que la dernière personne à avoir vu Juan vivant soit son frère, doit-il nous pousser à le soupçonner? En enquêtant sur un meurtre aussi sensible, on doit envisager la possibilité que César soit le tueur. Selon César, son frère et lui se sont quittés près de ce pont. Alors je m'y rends pour en apprendre plus sur les 2 frères grâce à l'historienne Mary Hollingsworth. Ça semble étrange que quelqu'un puisse tuer son frère, mais il y avait un vrai mobile. Un mobile des plus simples, la jalousie. Juan avait la situation que César désirait tant. Alors que Juan dirige les armées de son père, César est fait cardinal. Ce n'est pas sa vocation. César ne voulait vraiment pas être un homme d'église. C'était un soldat né. Il se battait à l'épée avec un très grand talent. Il voulait se servir de ce talent pour se forger une situation qui perdurerait après la mort de son père, le pape. Et il avait une personnalité de tueur?
Certainement, nous pouvons le voir comme un tueur. Il était très violent, à une époque violente, et réputé pour sa violence. César fait figure de suspect principal. Un tueur connu qui en voulait à la victime. Alors nous avons le mobile, nous avons une personne capable de tuer, mais y a-t-il une preuve qu'il ait assassiné Juan? Il n'y a pas de preuve tangible, pas d'empreinte digitale. La première chose qui le pointe clairement du doigt est arrivée entre 9 mois et 1 an après le meurtre. La veuve de Juan a commandé un retable qui représentait César en train de tuer Juan. Donc ça pourrait être lui. Ça pourrait. Mais alors on se pose la question de savoir comment le père, qui était tout puissant et pouvait faire tout ce qu'il voulait, a-t-il pu éluder le fait que Juan, son fils préféré, ait été tué par son frère. Juan mort, César obtient le commandement militaire dont il a toujours rêvé. Est-ce la preuve que le plan de César a bien fonctionné? Ou une simple coïncidence? César Borgia avait d'évidence un mobile pour tuer son frère, et il était du genre à le faire. C'était un tueur. Mais nous manquons de preuves. Les rumeurs ne circulent qu'1 an après la mort de Juan Borgia. Et s'il y a bien une chose que l'on ne fait pas dans la culture de l'Italie de la Renaissance, c'est de tuer des membres de sa famille. Donc je ne pense pas que César Borgia ait tué Juan. Le pape Alexandre n'a jamais inculpé quiconque du meurtre de son fils Juan. Mais cela ne signifie pas qu'il ne savait pas qui étaient les coupables et où ils vivaient. Voici l'ancienne place forte de la famille Orsini. Ici, au cours de l'année qui précède le meurtre de Juan, les Orsini sont sévèrement provoqués par les Borgia. Provoqués jusqu'à tuer, selon le professeur Marco Pelligrini. Alors Marco, c'est une fresque impressionnante. Qui ou bien que représente-t-elle? Virginio Orsini, le personnage le plus important à cheval. Il dirigeait toute la région au nord de Rome. De cette puissante citadelle, le chef des Orsini domine la région. Mais le pape veut se débarrasser de Virginio. Le pape Alexandre VI pensait qu'il suffirait d'étêter la famille Orsini pour régler le problème. On élimine le chef et ça élimine toute la famille. Et qu'est-il arrivé à Virginio? Virginio a été capturé sur le champ de bataille et il est mort mystérieusement en prison. Tout le monde était convaincu à l'époque qu'il avait été exécuté sur ordre du pape Alexandre VI. Rien que cela semble donner une bonne raison aux Orsini de s'en prendre aux Borgia. Mais il y a autre chose. Des mois après la mort de Virginio, le pape ordonne une attaque militaire contre la forteresse des Orsini. Les forces papales sont menées par Juan Borgia lui-même. Joe regardait par-dessus la muraille. D'accord. Il y a une marque de boulet de canon. Ah oui. Elle a dû être faite entre novembre 1496 et janvier 1497. Ce siège et cette bataille, c'était la raison de s'en prendre à Juan. Oui, il commandait l'armée du pontife. Il était donc responsable de cette attaque. Les actes de violence entraînent des représailles. Des représailles sanglantes. Les Orsini ont été provoqués à outrance, poussés à laver l'affront de cette attaque du château de Bracciano. Les Orsini ne manquent certainement pas de raison de s'en prendre aux Borgia. Ils voulaient venger la mort de Virginio. Ils ont été attaqués par les armées du pape et géographiquement parlant, ils étaient les rivaux les plus proches. Ils ont dû riposter pour se protéger des vues du pontife sur leurs terres et leurs citadelles. Nous ne pouvons affirmer avec certitude qui a tué Juan Borgia, mais de très fortes présomptions désignent les Orsini comme coupables.